Un soldat russe a stationné dans une tranchée profonde à l'intérieur de la région ukrainienne de Donetsk. Autour de lui se trouvent d'autres soldats, tous en attente de l'ordre de prendre d'assaut le dernier kilomètre vers la prochaine ville. Le champ de bataille est silencieux, hormis le vrombissement de petites hélices au-dessus, tel un moustique. L'Ukraine a commencé sa contre-offensive. Les secondes s'écoulent douloureusement lentement, alors que le soldat essaie de ne pas bouger. Sinon les systèmes de détection du drone pourraient le repérer, et faire de lui une cible de choix. Le monde, tout comme le soldat, reste immobile pendant ces quelques instants alors que le vrombissement va et vient, puis il y a une explosion. Le soldat survit, mais ceux dans la tranchée voisine n'ont pas eu cette chance. Le vrombissement des hélices s'éloigne alors que le drone se retire pour être équipé d'une autre mine. Les soldats russes ne subissent pas de bombardement par missiles longue portée ou artillerie. Au lieu de cela, des mines leur sont larguées par de petits drones, et ironiquement, les mines proviennent de la Russie elle-même. L'armée ukrainienne a fait des progrès significatifs dans la manière dont la guerre moderne est menée, et non pas en inventant de nouvelles armes ou plus puissantes, mais en réutilisant les anciennes. Dans ce cas, l'astuce consiste à utiliser des mines antichars fiables et abondantes, non pas de manière défensive, mais offensive. La mine en question, le TM62, une mine anti-char soviétique conçue pour être simple et efficace. Pesant environ 21 livres, le TM62 contient environ 17 livres d'explosifs, généralement du trinitrotoluène. Elle ressemble à une mine de dessin animé, un disque métallique plat avec un fusible au-dessus. Plusieurs types de fusibles sont couramment utilisés avec le TM62, le fusible de pression étant le plus populaire. En général, les TM62 seraient reposés par des ingénieurs et légèrement enfouis dans le sol, ou déployés via un véhicule de pose de mine JMZ pour accélérer le processus. Il existe même un hélicoptère capable de poser des mines sur de vastes étendues de terrain. Les Ukrainiens déploient aussi le TM62 depuis les airs avec des drones, mais la méthode de livraison diffère. C'est un autre excellent exemple de l'ingéniosité ukrainienne en temps de guerre. L'Ukraine a commencé à utiliser des drones comme méthode principale de livraison d'ordonnances, en particulier comme tactique anti-infanterie et anti-char, au lieu des lanceurs traditionnels et de l'artillerie à longue portée. La guerre par drone n'est pas un concept nouveau. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont entamé séparément le développement des premiers drones militaires lors de la Première Guerre mondiale, quand l'idée a été suggérée initialement. Mais les premières tentatives n'ont été que partiellement réussies. Les premiers drones n'étaient guère plus que ce que l'on appellerait aujourd'hui des bombes planantes, des explosifs emballés dans une coque et placés dans un conteneur légèrement plus aérodynamique qui volerait de manière indépendante ou serait largué d'un avion. Ces bombes volantes, encombrantes et imprécises, étaient sous-optimales, surtout lorsque déployées au-dessus des troupes alliées en route vers l'ennemi. Les chances que ces bombes prennent un virage brusque vers le bas et causent des pertes dévastatrices par tir ami étaient trop grandes pour être ignorées. Le développement des drones est donc resté principalement théorique pendant plusieurs décennies. Le drone que vous connaissez probablement le mieux est le modèle américain utilisé avec grande efficacité, au début du XXIe siècle, notamment dans la guerre contre le terrorisme. L'un des modèles emblématiques était le General Atomics MQ-9 Reaper, un véhicule aérien sans pilote télécommandé, dans presque tous les sens du terme. Le drone ressemble plus à un petit avion et a la capacité de transporter et de déployer plusieurs missiles ou bombes depuis ses supports d'ailes. Le succès du drone en Afghanistan s'expliquait surtout par l'absence de défense anti-aérienne et de détection ennemie. Cela a permis aux drones de voler librement dans l'espace aérien ennemi et de livrer efficacement leurs charges utiles. Mais la guerre en Ukraine se déroule à une échelle très différente, et nécessite donc un type de drone différent. Entrez le DJI Mavic, une série de drones commerciaux en provenance de Chine. Ces drones n'ont pas été conçus pour l'industrie ou le temps de guerre. Ils devaient être des caméras aériennes simples et abordables, capables de diffuser en direct sur un appareil associé. Ils ont été conçus à des fins commerciales, pour prendre des photos et filmer des vidéos pour des fêtes ou des publicités. Cependant, il est vite devenu clair que ces petits drones pourraient être de véritables atouts sur le champ de bataille en Ukraine. Ces mini-drones quadricoptères pourraient servir à collecter des données cruciales sur les manœuvres et les positions adverses. Ceci s'explique par leur discrétion relative, surtout comparée aux grands aéronefs ou véhicules terrestres. Ils sont aussi maniables, et surtout peu coûteux et abondants. Même certains des modèles DJI Mavic les plus sophistiqués coûtent généralement moins de 2000$. C'est un prix scandaleusement bas pour du matériel de qualité militaire, surtout compte tenu de la polyvalence du drone. Les Ukrainiens ont donc commencé à utiliser les drones pour plus que la simple collecte de renseignements. Cela a mené à la situation actuelle, où les drones larguent des mines anti-chars ou des grenades derrière les lignes ennemies. La construction de ce mécanisme mortel était relativement simple. Le drone quadricoptère de base est équipé d'un système de grappins, souvent personnalisé,
ou imprimé en 3-500 pour une légèreté optimale. Le système de grappin est conçu pour être libéré à distance par le pilote du drone, larguant sa charge utile au-dessus de la cible. Alternativement, le drone est équipé d'un verrou, qui se décroche pour libérer les munitions lorsque nécessaire. Un drone plus grand peut également accueillir un plateau fait à partir d'une grille, comme celle que l'on trouve dans les fours, scotché ou attaché d'un côté du drone et verrouillé de l'autre. Les mines reposent sur la grille du drone. Quand l'opérateur est prêt, il envoie un signal pour déverrouiller la grille et déployer la mine. En théorie, une mine larguée d'une faible hauteur pourrait tomber à plat au sol. Mais le DJI Mavic est un petit drone, incapable de transporter des dizaines de livres d'équipement comme une mine anti-char. Pour ce faire, les Ukrainiens ont lancé la production locale de drones, à partir de ressources importées. Le drone le plus courant de ce type est le soi-disant Vampire, ou Baba Yaga. Ce drone est basé sur un autre design de DJI, la ligne agricole Agra-ST. Agra est une série de drones quadricoptères plus grands, avec les modèles les plus récents, capables de transporter jusqu'à 50 kg de matériel agricole et de fertilisation. Cependant, vu l'ampleur des munitions utilisées par l'Ukraine, des modèles un peu plus anciens pouvant transporter 25 à 50 kg d'équipement conviennent parfaitement. Les Ukrainiens ont adapté le châssis de base d'Agra, ou ont rétro-conçu les drones pour y adapter 6 ou 8 hélices. Pour améliorer leur portée opérationnelle à une trentaine de kilomètres, les drones ukrainiens sont équipés de packs de batteries supplémentaires sur le côté et d'antennes supplémentaires pour booster le signal et permettre à plusieurs drones de combiner leurs signaux et données. L'équipement ajouté a rendu les drones lourds plus lents et beaucoup moins manœuvrables que le DJI Mavic de base. Cela réduit aussi la charge utile max du drone, certaines spécifications indiquant une limite d'environ 18 kg. Cependant, ces drones peuvent désormais transporter des mines TM62 modifiées ou diverses autres munitions, comme des grenades, obus de mortier ou pièces réutilisées de missiles anti-chars. De plus, les coûts de fabrication de ces drones sont significativement plus bas que ceux des drones militaires de recherche et destruction comme le MQ-9 Reaper susmentionné. De plus, ces drones ont un plafond opérationnel amélioré, capable de voler à une altitude de 396,8 mètres. Nous avons donc couvert le drone, mais qu'en est-il de la mine ? Selon diverses images et vidéos sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs modèles de mines actuellement utilisés. Les premières images montraient donc des mines, avec des modifications minimales, tenues par des drones, destinées à être livrées directement sur la cible. C'est la solution la plus basique, mais elle n'est pas très efficace, car l'inertie de la mine et son poids considérable peuvent la faire dévier de sa cible, surtout si le drone est déployé à une grande hauteur du sol. Alors les Ukrainiens ont commencé à modifier les mines. La modification la plus fréquente est l'ajout d'une queue à une extrémité de la mine pour la stabiliser. La queue est généralement fabriquée à partir d'un tuyau en polychlorure de vinyle, avec une bouteille en plastique sciée à l'extrémité pour imiter des ventilateurs. Ce stabilisateur de queue fait tomber la mine à peu près droit vers le bas, et s'oriente de sorte que le fusible modifié est généralement la partie qui touche le sol en premier. Le fusible de la mine, qui est traditionnellement une plaque de pression conçue pour déclencher la mine à des poids compris entre 330 et 1100 livres, peut être remplacé par un assortiment de différents fusibles. Pour les besoins du drone, le fusible le plus efficace détecte les changements de pression d'air ou d'impact, qui détonnent pas la mine lorsqu'elle atteint le sol. Certaines vidéos affirment que ces fusibles ont été remplacés par des fusibles de détonation classiques. Ceci est soutenu par le fait que les mines semblent avoir de la fumée s'élevant d'elles alors qu'elles tombent, indiquant que le fusible a été allumé bien avant l'impact. Ces modifications variées et les drones de livraison ont permis à l'Ukraine de garder une longueur d'avance sur la Russie. Si un type de système semble avoir été résolu par l'ennemi, le prochain drone peut utiliser un autre fusible pour changer les tactiques et causer plus de confusion. On a noté que c'était une stratégie particulièrement efficace dans la guerre en cours, en partie parce que l'armée russe a une structure d'ordre et de commandement plus stricte que celle de l'Ukraine. La plupart des stratèges occidentaux considèrent également que l'armée russe manque de capacité à s'adapter à des tactiques plus nuancées, modernes ou améliorées. Cela contraste fortement avec l'armée ukrainienne, qui a été principalement formée par les forces occidentales depuis l'annexion de la Crimée en 2014, considérée comme l'un des points de départ du conflit en cours. Évidemment, les drones transportant des mines ne sont pas parfaits. L'une des raisons principales du succès des drones américains en Irak et en Afghanistan était l'absence de défense anti-aérienne significative et de capacité de détection des insurgés locaux. En Ukraine, la situation est quasiment inversée. La Russie est considérée comme ayant l'un des systèmes de défense anti-aérienne les plus sophistiqués au monde, potentiellement égal à celui des États-Unis, à des fins de défense nationale. Durant la guerre en Ukraine, les deux camps ont mené des attaques aériennes incessantes pour contrôler les cieux. De plus, les Russes sont également bien conscients des types de tactiques de drones que l'Ukraine peut utiliser, car le DJI Mavic et ses proches cousins
les drones agricoles, sont également importés de Chine en Russie. De plus, la Chine a été l'alliée la plus proche de la Russie tout au long du conflit. Certains rapports suggérant que la Chine a vendu des armes et de la technologie à la Russie, malgré les sanctions de l'Occident, bien qu'aucune preuve concrète n'ait été produite pour étayer ces affirmations. La Russie a déployé des tactiques anti-drones efficaces, dont des détecteurs, brouilleurs et canons anti-aériens, pour repérer et neutraliser les drones avant qu'ils n'atteignent leur cible. De plus, le va-et-vient constant de la ligne de front à Donetsk rend les opérations près des combats actifs beaucoup plus risquées pour les Ukrainiens, en raison de leur nombre global inférieur. Cela signifie que les escadrons d'opérateurs de drones doivent déployer leurs drones plus loin du front, augmentant ainsi le temps de trajet et la distance à parcourir avant de pouvoir larguer leurs charges utiles. Les batteries ajoutées aux drones vampires domestiques peuvent compenser la distance supplémentaire, mais le poids combiné du drone et de la mine qu'il transporte annule rapidement l'effet. On estime que pour chaque drone que la Russie abat, environ 8 drones ukrainiens n'atteignent pas leur cible simplement parce que leurs batteries sont à plat. Néanmoins, les drones qui atteignent les positions russes peuvent avoir un effet dévastateur, en raison de la diversité d'armements que l'Ukraine peut utiliser avec eux. Au cœur de la guerre des drones en Ukraine se trouve la question du rapport coût-efficacité. Les drones transportant des mines anti-chars sont souvent utilisés pour détruire les véhicules blindés ennemis, ou d'autres équipements spécialisés. Les drones sont conçus pour être aussi peu coûteux que possible, contrairement à leur cible. Le coût des mines anti-chars atteint maintenant des dizaines de milliers de dollars par unité, mais elles sont disponibles en grande quantité en Ukraine. D'autre part, un char russe peut coûter des millions de dollars et prendre beaucoup plus de temps à produire. On pourrait affirmer que les progrès dans la guerre des drones ont poussé la Russie à abandonner le développement de son char de nouvelle génération. Le T-90M était censé être remplacé par le T-14 Armata, qui avait plus de capacités offensives et défensives et des systèmes de guerre électroniques intégrés. Cependant, seule une douzaine de ces chars ont été fabriqués avant le début de la guerre. Les nouveaux chars russes déployés en Ukraine ont donné des résultats décevants. Les chars n'ont pas montré beaucoup plus de survie que les T-90, les rendant encore plus chers morceaux de métal pour l'Ukraine à cibler avec un équipement comparativement bon marché. Si un char d'1 million de dollars peut être détruit avec une simple mine anti-char larguée d'un drone qui coûte à l'Ukraine une petite fraction du prix et ne prend que quelques jours à fabriquer, la capacité de la Russie à financer la guerre pourrait rapidement commencer à s'épuiser. Mais il y a un autre coût qui est devenu l'une des principales raisons pour lesquelles l'Ukraine a continué à utiliser des drones pour transporter des mines et d'autres munitions. Grâce à un drone pilotable à une dizaine de kilomètres, les Ukrainiens peuvent attaquer les positions d'infanterie ennemies sans risquer leurs propres troupes. Considérant que l'Ukraine a moins d'un tiers de la population totale de la Russie, et probablement moins de la moitié du personnel militaire actif de la Russie, les soldats qui meurent pour l'Ukraine coûtent beaucoup plus cher qu'en Russie. L'usage de drones modifiés et de mines offre une polyvalence dépassant la simple élimination de l'infanterie ennemie. En fait, la mine n'a même pas nécessairement besoin de détonner à l'impact. En ajustant le stabilisateur, la mine pourrait être larguée d'une faible altitude et rester inactive au sol jusqu'au passage d'un véhicule ennemi. Cette méthode permet aux Ukrainiens de déployer des mines dans des zones inaccessibles aux équipes traditionnelles, derrière les lignes ennemies. Cela a créé une forme de guerre basée sur les mines en va-et-vient à Donetsk. Lorsque l'armée russe avance avec ses chars et véhicules blindés, elle doit dégager un chemin à travers les champs de mines présumés. Aussitôt qu'elle l'a fait, l'armée ukrainienne remine la même zone avec un nouveau lot de mines, généralement depuis les airs, de sorte que la prochaine fois qu'un nouveau convoi russe arrive ou se repositionne dans la zone, il y a un nouvel approvisionnement de mines en place, pour leur causer des ravages une fois de plus. L'utilisation de mines sur un convoi de véhicules est très efficace, car détruire le véhicule de tête bloque le passage pour le reste du convoi avec sa carcasse sur la route. Les autres véhicules doivent changer de route, ou battre en retraite, les rendant vulnérables à plus de mines. De plus, le travail manuel nécessaire pour essayer de déplacer le véhicule détruit n'est généralement pas rentable en termes de temps ou de danger, car les soldats sont des cibles faciles pour les frappes à longue portée des forces ukrainiennes. Les mines TM62 ne sont pas seulement déployées par drone non plus. Leur omniprésence dans la guerre actuelle les a amenés à devenir l'une des ordonnances les plus couramment utilisées en Ukraine. Par exemple, un TM62 a plus qu'assez de puissance explosive pour détruire une fortification ennemie ou faire s'effondrer un bâtiment. Combiné à un détonateur à retardement, la mine devient une charge en sacoche déployable par l'infanterie en cas de besoin. Pour utiliser une mine, un soldat doit s'approcher de l'ennemi, allumer la mèche, lancer la mine et s'éloigner rapidement de l'explosion qui suit. Des vidéos sur Telegram montrent des troupes utilisant le TM62 de cette façon. Les principales cibles dans les vidéos jusqu'à présent semblent être des tranchées
et des bâtiments, où ils servent à détruire des positions fortifiées, ou tuer l'infanterie ennemie à l'intérieur. Il est important de noter que lorsque les mines anti-chars sont utilisées par drone ou en charge en sacoche, les cibles ne sont généralement pas des chars, ironiquement. Cela est dû au fait que même le plus grand drone vampire ne peut transporter qu'une seule mine. Si le drone vise un véhicule et finit par le manquer, il n'a plus d'armement à larguer. Les obus de mortier, quant à eux, pèsent souvent seulement quelques livres, et les drones vampires peuvent en porter 3 ou 4 simultanément. Si un obus de mortier manque la cible, le drone peut prendre quelques minutes pour se repositionner, puis larguer son autre charge utile avant de s'envoler pour éviter la contre-attaque de l'ennemi. Une autre raison pour laquelle les mines sont parfois inutiles est leur large rayon d'explosion. Utilisée comme charge en sacoche, la mine génère une explosion bien plus puissante que les munitions classiques. Si le détonateur est réglé sur un faible délai, comme le montrent certaines vidéos de Russes utilisant cette technologie, l'opérateur risque fortement d'être pris dans l'explosion ou ses effets secondaires. Pour les opérations de drone, cela implique aussi que l'appareil doit voler à une altitude d'au moins plusieurs centaines de pieds au-dessus de la cible. La hauteur réduit la précision, mais améliore la survie du drone. Cependant, face à une cible en mouvement, la perte de précision peut signifier que toute l'opération est une perte de temps et d'argent. De plus, la mine anti-char n'est même pas la meilleure arme à larguer sur les chars. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, cela est lié à la conception des chars soviétiques. Les chars soviétiques de la ligne T, jusqu'au plus récent T-90, ont tous une armure très renforcée autour et sur le dessus du véhicule. Le poids et l'inertie d'une mine anti-char larguée par un drone rendent peu probable un impact direct sur le char. Bien que la charge explosive soit puissante, elle pourrait ne pas suffire à détruire un char si elle le frappe indirectement. De plus, les chars russes utilisent un système de chargement automatique pour leur armement principal. Le système stocke les munitions de rechange dans un compartiment sous la tourelle principale, les éloignant de l'équipage. Bien que cela permette au char de tirer plus rapidement sans nécessiter un membre d'équipage dédié au rechargement, le compartiment devient un point faible potentiel. Comme il est plus proche du sol, une mine anti-char détonnée sous le char, ou un obus de mortier tombant directement sur le châssis, sous la tourelle, peut provoquer une onde de choc suffisante pour détonner les munitions du char. Selon les munitions restantes dans le chargeur du char, l'explosion qui en résulte peut anéantir complètement le véhicule de l'intérieur. C'est pourquoi les Ukrainiens ont utilisé même de plus petits drones DJI Mavic avec des obus de mortier pour cibler spécifiquement les chars et les véhicules. Cette stratégie déplace encore plus le rapport coût-efficacité en faveur de l'Ukraine, car les petits drones sont beaucoup plus facilement disponibles et peuvent facilement être remplacés. En fait, on estime que l'Ukraine pourrait perdre 10 000 drones par mois, avec à peu près le même nombre dans les airs au-dessus de l'Ukraine à tout moment pendant la guerre. Cela montre l'impact significatif des drones dans la guerre moderne. Les drones, plus facilement remplaçables que les humains, servent à la fois d'yeux dans le ciel et de bras pour larguer des bombes. Mais comment ces drones localisent-ils leurs cibles en premier lieu ? Sans surprise, la réponse est d'utiliser encore plus de drones. Les drones vampires n'ont pas besoin d'être des drones d'attaque. Leurs antennes améliorées en font d'excellents amplificateurs de signal pour les drones de reconnaissance à courte portée, un rôle que le DJI Mavic peut facilement remplir au besoin. De plus, l'Ukraine produit ses propres drones de surveillance à longue portée, les Skytans. Le Skytan Raybird 3 est un drone conçu en 2014 pour des missions de renseignement et de reconnaissance, et a été adopté par les forces armées ukrainiennes peu de temps après. Le Raybird 3 a une portée opérationnelle de plus de 1000 miles et est capable de voler pendant plus d'une journée sans avoir besoin de se recharger. De plus, il doit être à moins de 100 miles d'un centre de contrôle pour recevoir des ordres, lui permettant de voler jusqu'à 60 miles derrière les lignes ennemies pour repérer des cibles. Le drone peut voler jusqu'à 1152,4 mètres d'altitude, échappant au système de défense anti-aérien courant, recherchant des drones volant plus bas. Une photo est apparue sur un réseau social russe, montrant un Raybird qui avait été abattu près de la région de Krasnodar, qui se trouvait à environ 130 miles derrière la ligne de front, au moment où la photo a été prise. Cela signifie que le drone peut opérer de façon crédible, encore plus loin en territoire russe. Mais le Raybird 3 n'est qu'une des pièces qui alimentent le système de surveillance basé sur les drones de l'Ukraine, avec des communications en temps réel, à nouveau réservées pour le toujours présent DJI Mavic. Ce système permet à l'Ukraine de surveiller les événements sur le front et les lignes d'approvisionnement russes pour identifier de potentielles cibles. Une fois que des cibles viables ont été identifiées, les vampires et les petits drones avec des grenades peuvent être déployés pour effectuer des attaques répétées en piqué. L'ampleur de la guerre des drones en Ukraine crée des implications troublantes pour l'avenir du conflit moderne. Des dizaines de milliers de drones travaillant en tandem pour créer une couverture en temps réel de pratiquement toute la ligne de front
signifierait que personne sur le champ de bataille n'est à l'abri de la mort venue d'en haut. L'Ukraine a débuté la guerre dans une position nettement défavorable. On estime que le Raybird 3 coûte 450 000 $. C'est une somme considérable, mais qui pallie en comparaison avec le célèbre MQ-9 Reaper dont le prix est de plus de 30 millions par unité. Un pays avec une grande économie et un budget militaire conséquent, comme la plupart des membres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, pourrait aisément reproduire le succès de l'Ukraine dans l'utilisation des drones pour créer de véritables armées de drones. Les opérateurs de drones pourraient ainsi suivre une formation de plusieurs années, sur des simulations ou dans des scénarios réels, devenant plus courants que dans les forces armées ukrainiennes et russes actuelles. Tous ces facteurs combinés pourraient, et devraient sans doute, inspirer les membres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord à moderniser rapidement leurs forces militaires pour inclure plusieurs types de drones, avec des drones à la tête des missions offensives, la perte potentielle de vie de troupes amies, est susceptible d'être grandement minimisée. Et cela pourrait être le grand égalisateur dans la guerre moderne, considérant que la Chine a une force militaire active de 2,3 millions de troupes, tandis que les États-Unis n'ont que 1,3 million de soldats. Un meilleur approvisionnement en drones et une technologie militaire avancée pourraient compenser le désavantage numérique. Mais pour l'instant, le monde observera l'évolution annuelle de la guerre par drones en Ukraine. Les Ukrainiens construisent peut-être une version améliorée du Vampire en ce moment même, prêts à changer à nouveau le cours de la guerre. Mais qu'en pensez-vous? Les drones seront-ils capables de sauver l'Ukraine dans la guerre? Et comment la guerre par drone impactera-t-elle les armées du futur? Laissez vos commentaires ci-dessous et merci de nous avoir regardés.